La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast. Allô, ici Antoine Guillot, merci d'être à l'écoute de cette série de podcasts produite par la compagnie Caravelle et Carnet d'art. Ce programme s'appelle « Comment ça va le monde ?» Le principe est simple, un invité tout au long d'une saison pour se laisser le temps du développement de la pensée autour d'un sujet particulier. Cette saison, nous partons en révolution en se plongeant au cœur de la réforme protestante du XVIe siècle. Nous tomberons ainsi dans les bras de Luther, de Thomas Müntzer, de Calvin. Et c'est avec Étienne que nous nous demandons donc comment la réforme protestante a conditionné notre rapport contemporain à la modernité, à la République, à la démocratie. Étienne, bonjour, professeur de philosophie et de français en filière technologique et générale en lycée agricole, titulaire d'un master en philosophie des religions à l'école pratique des hautes études. Bonjour. Le fantôme Müntzer de la Renaissance à nos jours. Alors, dans notre dernier entretien, nous avons vu en quoi la théologie de Müntzer et surtout sa pratique politique orientait la réforme dans une direction bien différente de ce qu'avait envisagé Luther lui-même. Voilà, et on avait conclu par une citation de Raoul Vaneigem dans sa préface de l'ouvrage de Maurice Piazzolla dédié à Thomas Müntzer et à la guerre des paysans. Dans le même ouvrage, Maurice Piazzolla, écrivain suisse et communiste, conservateur au musée d'art et d'histoire de Genève, dit à propos de Thomas Müntzer, dans cet ouvrage qui s'appelle « Thomas Müntzer ou la guerre des paysans », publié en 1958, « L'intérêt pour Müntzer et la guerre des paysans a toujours coïncidé avec des périodes de bouleversement social, et cette remarque vaut aussi pour la France de notre temps. » Donc on l'a vu, c'est vrai pour la force du temps de Maurice Piazzolla en 1958, c'est aussi vrai pour la France de ce début du XXIe siècle, puisque de nombreux auteurs de fiction notamment se sont appropriés le fantôme Thomas Müntzer. Et alors justement, à travers les âges et de presque tous bords, cette personnalité de Thomas Müntzer, qui on l'a dit dans l'épisode précédent, est un peu un oublié de l'histoire, et néanmoins est récupéré assez rapidement en fait. Oui, alors de tous bords, j'émettrai une nuance, c'est une personnalité qui a surtout influencé les révolutionnaires de gauche, notamment anarchistes et marxistes. Aussi situationnistes au XXe siècle, en la personne de Raoul Vaneigem. Et non des moindres, puisque au XIXe siècle, quelqu'un va écrire une histoire de la révolte des paysans et de la figure de Thomas Müntzer. Il s'agit de Engels, le fidèle comparse de Marx. Donc il écrit son histoire de la révolte des paysans, de la guerre des paysans, à la suite des révolutions de 1848, qui ont lieu en France, mais pas seulement, dans l'Europe entière. Et il effectue un parallèle et un certain nombre d'analogies entre les événements du XVIe siècle et ce qu'il se passe en Europe en 1848. Alors c'est vrai qu'au long de nos entretiens, nous avons plutôt placé le curseur dans une comparaison entre les révolutions du XVIe siècle et la révolution de 1789. Et on oublie trop souvent, y compris dans l'histoire telle qu'elle est enseignée en France, malheureusement, les révolutions de 1830, de 1848 et de 1870, les révolutions du XIXe siècle. Donc nous allons voir quelles ont été les particularités de cette révolution de 1848 et en quoi est-ce qu'on peut la comparer aux révolutions du XVIe siècle, mais au-delà du contexte de ces deux révoltes et révolutions, en quoi est-ce que Engels, à travers cette comparaison, définit des mécanismes que l'on retrouve dans la plupart des schémas révolutionnaires. Alors, le pivot de la comparaison établie par Engels, c'est que dans les deux cas, selon lui, la classe bourgeoise, dont on a beaucoup parlé déjà,
a profité du mouvement révolutionnaire pour se rallier aux puissances en place, qu'elle s'apprêtait à renverser, tout en abandonnant les classes laborieuses qu'elle envoya mourir pour ses intérêts. Alors, il ne saute pas aux yeux, a priori, que Thomas Müntzer et ses disciples soient morts pour la bourgeoisie, qu'ils haïssaient dans une certaine mesure, au moins autant qu'ils haïssaient les princes. Donc on va voir sur quoi repose cette analogie de Engels, et pour cela, il faut revenir sur ce contexte de 1848. 1848, c'est le moment où Marx et Engels raffinent leur concept de lutte des classes, notamment inspirés par des historiens français qui ont eux-mêmes travaillé sur la révolution de 1789 et qui sont des acteurs politiques majeurs en 1848, notamment des historiens libéraux comme François Guizot, qui a été au pouvoir sous le régime de Louis-Philippe, qui est en train de s'effondrer en 1948, pour laisser place à la Deuxième République. Mais cette République, à son tour, laisse rapidement place au Parti de l'Ordre de Louis-Napoléon Bonaparte, qui instaurera le Second Empire. Second Empire qui ne tombera qu'en 1870. Donc Louis-Napoléon Bonaparte entérine la collaboration entre la bourgeoisie et l'aristocratie, entamée avec la Révolution française de 89. On pense à des personnalités comme Lafayette, qui a cherché, durant les différents épisodes de la Révolution de 89, à concilier la monarchie avec certains principes révolutionnaires. Et donc cette volonté de conciliation est poursuivie avec Louis-Philippe, qu'on appelle le roi citoyen, qui a mis Adolphe Thiers à disposition de la bourgeoisie plus souvent qu'à son tour pour mater les révoltes ouvrières. Ce qui est un élément fondamental pour Engels et Marx dans leur analyse des événements de 1848. D'ailleurs, tout comme au XVIe siècle, on a vu que les révoltes et les conséquences de la réforme s'étendaient de la France des Huguenots jusqu'à la Bohême. En 1848, il n'y a pas qu'en France que les bouleversements ont lieu. En 1848, en Italie, en Pologne, en Roumanie, en République tchèque, en Hongrie, en Suisse, en Autriche et en Allemagne, les mouvements nationalistes et libéraux qui représentent alors ce que l'on pourrait qualifier de bourgeoisie progressiste, s'allient pour renverser les monarchies rétablies après la chute de Napoléon Ier lors du congrès de Vienne en 1815. Donc là, on est dans des images ambiguës. C'est compliqué pour nous, à notre époque, de nous représenter les nationalistes comme des progressistes. C'est le cas dans des pays qui sont en majorité morcelés. C'est l'héritage en Allemagne, par exemple, justement, de la situation du Saint-Empire qui fonctionnait sur des systèmes fédéraux de princes-électeurs. L'héritage, alors avec une succession d'événements complexes au XIXe siècle de cette situation, c'est que l'Allemagne ne constitue pas encore une nation unifiée. Voilà. Même si il y a une identification par la langue, notamment grâce à l'héritage notamment de Luther et de la traduction de la Bible en allemand. Oui, à ce moment-là, c'est la Prusse. Alors, une partie de l'Allemagne actuelle appartient à l'Empire prusse, mais il existe aussi l'Empire prussien, mais il existe aussi des parties de l'Allemagne actuelle qui constituent de petits éléments de fédération qui n'appartiennent pas à cet empire. Indépendant. Voilà, tout à fait. On constate le même phénomène de morcellement en Italie à cette époque, et donc cette volonté d'unification nationale est aussi une volonté de lutte contre des empires qui entendent diviser ces identités nationales et les morceler pour mieux les gouverner. Par ailleurs, l'héritage de Napoléon Ier, à cet égard, à la suite de la Révolution française, il est ambigu. Héritage de Napoléon Ier, qui est un enjeu politique, d'ailleurs, dont on a beaucoup parlé cette année.
L'héritage de Napoléon Ier, il est ambigu parce que effectivement, il y a des mesures qui ont été prises par Napoléon et qui sont indéniablement de nature autoritaire. Par ailleurs, de manière assez paradoxale, Napoléon, à certains égards, s'inscrit dans la continuité du projet révolutionnaire. Et là où la Convention nationale de la Révolution de 89 avait entamé des guerres contre les différentes monarchies d'Europe pour étendre les idées de la Révolution, Napoléon, empereur, s'oppose au système monarchique traditionnel et va propager certaines idées révolutionnaires. Par ailleurs, de manière paradoxale, certains peuples vont s'unir pour résister à Napoléon, et Napoléon, du coup, sera à l'origine de la conscience nationale de ces peuples. Et donc, nous avons affaire à une forme de nationalisme populaire et libéral en ce sens où cette conception de la nation, dans les pays que nous avons cités, repose aussi sur une volonté d'accorder plus de pouvoir aux citoyens. Voilà. La plupart de ces mouvements, il faut le signaler, échouent partiellement, notamment dans justement ces aspirations démocratiques en 1845. Mais la grande bourgeoisie, pour sa part, en a profité pour exercer une pression sur l'aristocratie, en lui montrant qu'elle était capable de mobiliser le peuple pour défendre ses intérêts. Et donc, cette pression fera plus tard pencher la balance en Europe en faveur de cette grande bourgeoisie, au mépris d'un certain nombre d'exigences démocratiques que cette même bourgeoisie prétendait porter pour pousser les foules à la révolte au service de sa cause. Oui, c'est tout le paradoxe qu'on relève depuis un certain temps déjà, en portant ce regard sur l'histoire, de la prise de pouvoir par la bourgeoisie, qui du coup modifie certains intérêts, mais utilise les mêmes concepts, les mêmes préceptes que ce qu'ils ont renversé, quoi. Tout à fait. Et Napoléon est bien le symptôme, est bien le révélateur de ce système-là. Oui, autant Napoléon Ier que plus tard Louis-Napoléon Bonaparte. Napoléon III. Oui, tout à fait. Donc, Marx disait d'ailleurs à ce propos que, on l'a dit à plusieurs reprises dans nos entretiens, que la bourgeoisie était la classe révolutionnaire par excellence. C'est-à-dire que dans sa volonté de prendre le pouvoir sur l'aristocratie, elle tire la société vers un mouvement qui met fin à l'ordre féodal, alors pour imposer l'ordre capitaliste, évidemment. Elle transforme le serf en ouvrier et en prolétaire. Alors, Marx et Engels tirent la conclusion suivante des échecs de ces révolutions de 1845. Toute révolution qui s'inscrit dans le seul cadre de la nation est vouée à l'échec. On a vu au fil de nos entretiens combien la réforme protestante a participé en Allemagne à la conscience d'une identité allemande. On va voir pourquoi est-ce que Engels pense que la guerre des paysans n'a profité certainement pas aux paysans, mais a profité avant tout à la bourgeoisie, notamment selon lui parce qu'il y avait des divisions identitaires entre les différents groupes de paysans, des divisions qui ont été travaillées par le discours des princes, qui négociaient certains intérêts avec certains groupes de paysans pour éviter que les armées de paysans soient trop nombreuses. Mais alors, quand on dit que toute révolution qui s'inscrit dans le seul cadre de la nation est vouée à l'échec, est-ce que ça voudrait dire qu'une révolution au service d'une identité, disons, communautaire plus ou moins large, est vouée à l'échec si elle n'est pas au service d'une idée? Alors ça va plus loin que ça pour Marx et Engels, puisque évidemment ce qui est sous-entendu, c'est que une révolution qui fonctionnerait, ce serait une révolution de tous les prolétaires au-delà des frontières nationales. Oui, à une échelle mondiale, planétaire. Tout à fait, à une échelle planétaire, tout à fait.
Donc voilà, hein, c'est effectivement la révolution ne peut être que mondiale hein, pour Engels et Marx. Pourquoi ? Parce que les forces de l'aristocratie et de la bourgeoisie, elles, sont organisées. Elles ont conscience de leur convergence d'intérêts. Alors, leur convergence d'intérêts qui peuvent être temporaires, hein, mais elles ont, selon Marx et Engels, le cynisme nécessaire pour s'allier dans le cas de ces nécessités temporaires. Donc, dès le 19e siècle, Marx et Engels conçoivent une révolution qui ne peut fonctionner que sur le plan international. Les révolutions nationales ne peuvent se faire, selon eux, qu'au profit d'une classe de dominants sur une autre, mais en aucun cas renverser la table en faveur du prolétariat. Donc c'est dans ce contexte hein, de 1848 que Engels rédige sa Guerre des paysans en Allemagne, dans laquelle il commence par décrire l'émergence de cette bourgeoisie, qui dès le XVIe siècle entame ce mouvement de pression sur le régime féodal pour définir un système d'oppression à son propre service. Selon Engels, Luther a été un instrument de la strate la plus haute de cette bourgeoisie, qui s'est allié au prince pour acquérir plus de pouvoir. Et oui, du coup, on l'a bien vu avec son retournement de veste, qui est presque contre-intuitif au premier abord, mais effectivement au service toujours de cette bourgeoisie qui mène la révolution. Oui, tout à fait. Alors, en apparence, Luther a surtout servi à la noblesse, et notamment à cette frange de la noblesse qui était constituée des princes qui s'opposaient à Charles Quint. Mais derrière ces princes, il y avait la haute bourgeoisie qui a réussi finalement à un exercice de mobilité qui était à son avantage. Oui, c'est un sous-ordre établi qui est monté en grade, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, il écrit à ce titre, dans un chapitre de son ouvrage qui est dédié à la situation économique et à la structure sociale de l'Allemagne au XVIe siècle, que, je cite, « de la primitive petite bourgeoisie des villes du Moyen-Âge, il s'était formé peu à peu, avec le développement du commerce et de l'industrie, 3 factions bien distinctes de la bourgeoisie. » Donc, si vous voulez, il fait des typologies des différentes factions de la bourgeoisie qui pouvaient avoir des intérêts parfois convergents, parfois divergents, qui s'alliaient parfois aux princes quand cela leur paraissait nécessaire, mais qui savaient aussi, temporairement, s'allier aux paysans pour faire pression sur les princes si nécessaire. Oui, en fait, sans jugement aucun, parce que ce serait inapproprié, mais c'est clairement de l'opportunisme. Oui, tout à fait, oui. C'est un opportunisme, mais qui fait d'ailleurs de la classe bourgeoise la classe révolutionnaire par excellence, à cause de sa mobilité, alors sa mobilité géographique, hein, mais aussi à cause de sa mobilité politique. Et politique, idéologique, et... Oui. Tout à fait. Donc, il divise cette classe sociale en 3 ordres, hein, en différents ordres, en différentes fractions, et notamment ceux qu'il appelle les patriciens. Alors, que sont les patriciens ? Ce sont les bourgeois auxquels le système en place convient, au moins partiellement, parce que, en raison de leur influence dans le domaine de l'industrie, les princes et l'empereur lui-même leur laissaient le pouvoir sur les villes, d'où leur nom de bourgeois, ceux qui dominent le bourg. Voilà. Et donc, effectivement, les princes gèrent administrativement la dimension politique à l'échelle régionale, hein, et la bourgeoisie peut gérer partiellement les villes. Voilà. C'est un pouvoir qui lui est laissé, et c'est aussi un moyen d'acheter cette bourgeoisie pour l'aristocratie. C'est drôle parce qu'en fait c'est vraiment un modèle qu'on peut mettre en regard avec celui de la France contemporaine. Alors dans quelle mesure est-ce que tu définirais que dans la France contemporaine,
la bourgeoisie a le pouvoir au sein des Au villes. niveau des villes, dans le rapport de force qu'il peut y avoir entre des les communes notables, et les régions. Puis on peut même rajouter la strate des départements, et puis celui de l'État. En fait, cette construction hiérarchique, elle est vraiment, elle a jamais changé, quoi. Il est clair que au XVIe siècle, il y a déjà une structure administrative assez sophistiquée en Allemagne, et on l'a vu au Moyen Âge, la structure et l'équilibre des pouvoirs, notamment à cause des parlements locaux, dans beaucoup de sociétés médiévales en fait, est beaucoup plus sophistiquée que ce qu'on a bien longtemps voulu croire. Et donc, de qui est composée cette sous-classe bourgeoise des patriciens, cette classe qu'Engels appelle le patriciat. Donc, cette classe, nous dit-il, se composait des familles les plus riches. Donc, on est dans la haute bourgeoisie, dans la grande bourgeoisie. Elle seule siégeait au conseil et occupait toutes les fonctions municipales. On va voir que c'est un système qu'on retrouve dans la République de Genève, puisqu'on est parti sur nous avons émis notre réflexion à partir d'une réflexion concernant les notions de république et de démocratie. Et on va voir que la République de Genève fonctionne sur un accès au pouvoir qui est déterminé par votre rang social. Et donc, de même, au XVIe siècle en Allemagne, ce sont les familles les plus riches qui occupent les fonctions municipales. Ainsi, écrit Engels, elles n'administrent pas seulement les revenus de la ville, elles en vivent également. C'est-à-dire que, évidemment, il ne s'agit pas d'obtenir le pouvoir pour le pouvoir, mais les sphères de la bourgeoisie qui sont fortement et forcément liées au commerce peuvent légiférer de manière à conserver leurs propres intérêts. Et c'est le pouvoir pour du confort. Oui, tout à fait. Et c'est un accord tacite entre la noblesse qui a besoin de cette bourgeoisie d'un point de vue commercial et cette bourgeoisie qui n'a pas encore les moyens matériels et idéologiques de se débarrasser de l'aristocratie. Voilà. Et ce processus, ce processus, il va durer du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle, effectivement. Et la Révolution française va être un pivot, un basculement dans ce rapport de force entre aristocratie et bourgeoisie. Donc, effectivement, ces grands bourgeois, ils légifèrent en ce qui concerne l'administration des villes, mais cette administration sur laquelle ils légifèrent leur permet de faire prospérer leurs propres intérêts. On est clairement dans le cas d'un conflit d'intérêts. Et donc, ce qui leur permet d'exploiter les communes, ainsi que les paysans qui dépendaient de l'organisation des villes, quoi. Donc ces classes pratiquent l'usure des grains et de l'argent, donc la spéculation sur les grains et l'argent, et s'attribuent toutes sortes de monopoles. Elles enlevaient à la commune, les uns après les autres, les droits d'affouage et de package, donc des droits agricoles, et nous dit Engels, s'approprier directement la jouissance des forêts et prairies communales, décréter arbitrairement des péages sur des chemins, des ponts, des portes et d'autres charges, et trafiquer des privilèges corporatifs, des droits de citoyenneté et de maîtrise et de justice. Donc voilà, on parle en 1789 d'abolition des privilèges en ce qui concerne les privilèges de l'aristocratie, mais ce que définit Engels ici, dès le XVIe siècle, ce sont les privilèges de la bourgeoisie qui ont été préservés au XVIe siècle, en 89 et en 1848. Les paysans des alentours, nous dit encore Engels, n'étaient pas mieux traités par le patriciat que par la noblesse ou les curés. Au contraire,
les baillis des villes et les amans des villages, c'est-à-dire les conseils, tous patriciens, ajoutaient encore à la dureté et à la cupidité aristocratique une certaine minutie bureaucratique dans le recouvrement des droits. Les revenus municipaux ainsi recueillis étaient administrés de la façon la plus arbitraire. Voilà. Donc, loin de lutter contre ce pouvoir arbitraire qu'elle dénonce quand cela est dans son intérêt, la classe bourgeoise, révolutionnaire quand cela l'arrange, est tout à fait capable de profiter des avantages de sa domination en collaboration avec l'aristocratie. À ce propos, donc voilà, le patriciat, c'est donc la première sous-classe de la bourgeoisie définie par Engels. Il définit une autre sous-classe, qu'il nomme l'opposition bourgeoise. Donc là, justement, tout ça est important pour comprendre pourquoi est-ce que Marx peut se permettre de dire que la bourgeoisie est la classe révolutionnaire par excellence. L'opposition bourgeoise, c'est celle qui est déclassée par rapport à la sous-classe précédente, par rapport au patriciat. Cette opposition bourgeoise, elle prétend acquérir des avantages par voie constitutionnelle, donc en référant au droit. Rappelez-vous, on avait parlé de Kant et dans son sillage de ceux qui prenaient la réforme, pas la révolution, notamment en passant par les outils du droit pour acquérir davantage, plus d'avantages et plus d'émancipation. Voilà. Et donc plus de droits, c'est-à-dire qui refusent de passer par le chemin de la violence révolutionnaire. Et donc voilà, pourquoi ? Parce que ces avantages par voie constitutionnelle, l'opposition bourgeoise, elle essaye de les acquérir avant tout pour sa propre classe, et pas de manière universelle pour tous les individus de toutes les classes sociales. Et cette opposition bourgeoise, quel est son réel but ? En fait, c'est d'intégrer le patriciat, pas de lutter contre le patriciat. Et donc, c'est d'intégrer les conseils municipaux, notamment, dans lesquels la haute bourgeoisie en place domine, de la même manière que cette haute bourgeoisie elle-même cherche à intégrer les rangs de l'aristocratie. Voilà. Engels compare cette sous-classe de l'opposition bourgeoise aux révolutionnaires libéraux. Alors on a vu à quel point ce terme pouvait être sujet à caution et interprété différemment lorsqu'il est employé en France, en Angleterre ou aux États-Unis. Les révolutionnaires libéraux des années 1848 qui pensent pouvoir tout régler par le droit. Ce qui les amène d'ailleurs à être cooptés au sein de la haute administration lorsqu'ils parviennent à leur fin. Donc voilà, dans ce cadre, on les appelle libéraux dans la mesure où leur conception de la liberté passe par une société ouverte qui est gérée par le droit plutôt que par la violence. Voilà. Et une contestation qui passe par le cadre juridique. Et enfin, il distingue une troisième sous-classe au sein de ce groupe de la bourgeoisie, qu'il nomme l'opposition plébéienne. C'est une classe assez confuse, de son propre aveu, qui vit comme les autres sous-classes de la bourgeoisie, en citadin, sur le dos du travail des paysans, mais qui n'arrive pas à en bénéficier assez pour s'allier de manière durable avec les deux strates qui lui sont supérieures et que l'on vient d'évoquer. C'est de ces trois classes la classe la plus confuse et aux intérêts les moins clairs. Engels écrit qu'elle est composée de la masse de citadins privés des droits civiques, les compagnons, les journaliers et les nombreux éléments embryonnaires du lumpenprolétariat, cette racaille, écrit Engels, que l'on trouve même au degré les plus bas du développement des villes. Qu'est-ce que c'est que le lumpenprolétariat ? Engels et Marx effectuent une distinction entre prolétariat et lumpenprolétariat. Notamment parce que le lumpenprolétariat finit souvent par trahir le prolétariat.
Voilà comment il décrit cette opposition plébéienne et les raisons pour lesquelles, selon lui, les prolétaires ne peuvent pacifier. Voilà. Cette opposition, elle ne se manifeste que comme prolongement de l'opposition bourgeoise. Appendice bruyant, avide de pillage, se vendant pour quelques tonneaux de vin. Ce sont les soulèvements des paysans qui la transforment en un parti. Donc là, on est bien dans le cadre de notre analyse sociologique du soulèvement des paysans du XVIe siècle. Et même alors, elle reste presque partout, dans ses revendications et dans son action, dépendante des paysans, ce qui prouve de façon curieuse à quel point les villes dépendaient encore à cette époque de la campagne. Dans la mesure où elle a une attitude indépendante, elle réclame l'établissement des monopoles industriels de la ville à la campagne, s'oppose à la réduction des revenus de la ville par la suppression des charges féodales pesant sur les paysans de banlieue, etc. En un mot, écrit Engels, dans cette mesure, elle est réactionnaire, se subordonne à ses propres éléments petits bourgeois, fournissant ainsi un prélude caractéristique à la tragicomédie que joue depuis 3 ans, donc là il revient au contexte de 1848, sous la raison sociale de la démocratie, la petite bourgeoisie moderne. Donc ça c'est quelque chose qui est assez essentiel. Les différentes strates de la bourgeoisie sont révolutionnaires jusqu'à ce qu'elles accèdent à la strate supérieure, suite à quoi elles deviennent conservatrices, voire réactionnaires. Alors, contrairement à ce que l'on peut croire, les paysans et ceux que Engels appelle les plébéiens des villes n'ont pas les mêmes intérêts de classe. Engels constate qu'il y a souvent dans le lumpenprolétariat des éléments à même de discréditer les causes des prolétaires, soit inconsciemment, soit sciemment, en tant qu'agents perturbateurs infiltrés au service de la bourgeoisie. Il explique que c'est par ces divisions, d'ailleurs, que la bourgeoisie réussit à garder le contrôle, en fait, sur le prolétariat. Ce constat sera toujours à l'origine d'une forme de paranoïa, d'ailleurs, au sein des groupes révolutionnaires qui auront l'impression d'être noyautés par des espions envoyés par la classe dominante pour les diviser. Et par la peur de l'infiltration. Donc, dans ce champ social, il y a évidemment aussi, une fois que Engels a analysé les différentes strates de la bourgeoisie, il y a les paysans, sur le dos desquels tous les groupes qu'on vient de citer précédemment vivaient au XVIe siècle, et dont on a vu qu'ils ont eu une influence considérable en ce qui concerne le déploiement des enjeux politiques de la réforme. Oui, parce qu'en fait, ils sont de tout temps ou presque le bras armé d'un mouvement révolutionnaire. Oui, de fait, leur condition est celle de ceux qui travaillent de la manière la plus pénible et qui est la plus opprimée. Mais là, tu dis que au XVIe siècle, donc toute cette pyramide là repose sur les paysans, mais au XIXe, c'est encore le cas. Oui, tout à fait. D'où l'analogie effectuée par Engels. Même si l'industrialisation a changé quelque peu la donne, varie un petit peu. Parfois, ce sont pas des paysans mais des ouvriers, mais au final, c'est la même classe. Alors, il peut y avoir des conflits d'intérêt de classe entre paysans et ouvriers, et justement, Engels va en parler. Mais ils sont tous les deux classe prolétaire. C'est assez complexe parce que on pourrait rediviser la classe, la paysannerie en différentes classes, selon que vous êtes propriétaire de votre exploitation ou selon que vous êtes métayer, c'est-à-dire que vous êtes ouvrier agricole. Et d'ailleurs, dans Le Capital, Karl Marx effectue bien une distinction. Il a tout un chapitre sur l'exploitation des travailleurs agricoles qui ne peuvent plus d'ailleurs faire leur travail parce que y a une spéculation sur la laine qui fait que les terres qui étaient cultivées deviennent des champs qui servent à nourrir les moutons. Et
et donc créer une classe qui n'a plus de métier et qui va devoir aller en ville dans laquelle ils n'ont pas de place. Ils n'ont aucune place et donc vont voler pour vivre et seront pendus. Et donc Marx refait cette analyse en ce qui concerne le XVIe siècle dans le Capital, et il reprend l'analyse qui est fournie par Thomas More au XVIe siècle dans son ouvrage intitulé L'Utopie. Et on peut même venir jusqu'à un parallèle avec la fin du XXe et début du XXIe. Notamment par exemple avec les délocalisations et la non-place qui est donnée par la société pour ces gens-là qui perdent leur travail à cause de la délocalisation, de la mondialisation. Tout à fait. Et effectivement, Marx, c'est pas un hasard si dans le Capital il développe ces éléments concernant le modèle agricole du XVIe siècle, c'est parce que c'est une question fondamentale, et comme tu le dis, dont on voit encore la dimension politique aujourd'hui. Mais alors, tout ça, quel est le lien avec Thomas Müntzer ? Alors, le lien, c'est le sentiment d'injustice. Le sentiment d'injustice des paysans à l'époque de Thomas Müntzer, et le sentiment d'injustice des prolétaires à l'époque de 1845. Des prolétaires et pas seulement, y compris des éléments les plus bas de cette classe bourgeoise, en 48, pardon, des éléments les plus bas de cette classe bourgeoise qui ont un véritable désir d'émancipation. Mmh. Voilà. Oui, et du coup, toute cette question de comment leur donner la parole et comment leur donner les clés de cette émancipation. Tout à fait. Alors, voilà, dans cet entretien, effectivement, on est dans une analyse beaucoup moins théologique des événements et beaucoup plus politique, en fait. Et donc, Engels cite, à propos de ces inégalités de droit, d'ailleurs, ce qu'il appelle la Carolina, donc du nom de Charles Quint, qui est le code pénal de Charles Quint, édicté en 1532, suite aux révoltes des paysans. Et donc, il y a une cruauté, il y a une inégalité de traitement entre les paysans et les autres classes de la société. Et la Carolina, nous dit Engels, traitait de la façon de couper les oreilles, de couper le nez, de crever les yeux, de trancher les doigts et les mains, de décapiter, de rouer, de brûler, de pincer avec des tenailles brûlantes, d'écarteler, etc. Il n'en est pas un seul que les nobles seigneurs et protecteurs n'aient employé à leur gré contre les paysans. Qui les aurait défendus ? Dans les tribunaux siégeaient des barons, des prêtres, des patriciens ou des juristes qui savaient parfaitement pour quel travail ils étaient payés. Sous-entendu, maintenir la domination de leur classe contre celle des paysans. Car tous les ordres officiels de l'Empire vivaient de l'exploitation des paysans. Donc ici, on est au cœur des enjeux socio-économiques qui ont permis la guerre des paysans et sur laquelle Thomas Müntzer, de manière lui aussi assez opportuniste, a calqué un modèle théologique. Et nous retrouvons d'ailleurs dans l'analyse d'Engels les enjeux concernant les liens entre l'État, la force et les droits soulevés par Trotsky, et sur lesquels se penchait la réflexion de Max Weber dans Le savant et le politique, dont nous avons parlé dans un entretien précédent. C'est devant ce constat d'impuissance légale que les paysans dirigés par Thomas Müntzer optent pour la révolte armée. Voilà, ils ne trouvent pas de solution politique et donc ils optent pour une solution théologique. Cette révolte ne pouvait que passer par un message religieux, explique Engels. Alors pourquoi justement quelle est cette convergence des paramètres qui fait que cette volonté de révolte coïncide et se calque dans la forme religieuse de cette époque, qui est la forme contestataire de cette époque, qui est la forme de la réforme radicale. Pourquoi est-ce que ça passe par cette forme religieuse ? Engels a une théorie là-dessus.
les revendications des différentes classes se dissimulaient sous le masque de la religion. Pourquoi ? Parce que les signes de reconnaissance, c'est-à-dire les codes symboliques, étaient religieux. Les signes de reconnaissance politique étaient religieux. Puisque la religion avait phagocyté tous les canaux du pouvoir, et surtout puisque le pouvoir politique avait phagocyté lui aussi les canaux du pouvoir religieux pour lui spolier sa puissance. Et parce que la matrice d'organisation de l'État est calquée sur un modèle finalement qui vient et qui est dicté presque par les textes sacrés. Tout à fait. Qui servent à légitimer le pouvoir, comme on l'a vu avec cette idée de sacralisation de la notion même d'État, définie par Max Weber. Oui, puis c'est dans une logique de lecture et idéologique qui est dictée par la Bible. Chez les protestants par la suite, oui. Chez les catholiques, qui est guidé par la Bible. Lu par l'Église. Voilà, c'est-à-dire les Écritures et la tradition, comme le répète toujours l'Église. Et donc, il fallait réussir à détourner ces canaux de pouvoir et ces canaux symboliques, en passant par le langage et les symboles de la religion elle-même, pour en prendre le pouvoir. Et finalement, c'est ce qui a fasciné des générations d'historiens, et puis récemment, on l'a dit, de romanciers, dans la figure de Thomas Müntzer. C'est qu'à travers sa révolte théologique, il y a une volonté, ou en tout cas une capacité, consciente ou pas, à quel degré on ne sait pas, mais il y a cette capacité à renverser en fait cette exploitation de la religion au service de la domination, et à utiliser le potentiel religieux comme potentiel révolutionnaire. Engels explique à ce propos que Müntzer s'inscrit dans l'héritage de tous les mouvements mystiques et hérétiques qui ont défié l'ordre de l'Église. On l'a dit, la Réforme n'est pas du tout le premier mouvement à avoir voulu défier l'ordre de l'Église dans son propre code, c'est-à-dire en prenant une forme religieuse. Il y en a eu d'autres bien avant qui ont essayé de défier l'Église avec ses propres armes, et notamment tout au long du Moyen-Âge. L'histoire des hérésies est une histoire très longue, en fait. Soulignons qu'une première guerre de paysans, d'ailleurs, sur fond de révolte théologique, très proche de ce qu'a tenté Thomas Müntzer, et avait anticipé toute la structure théorique de la réforme de Luther, et toutes les conséquences politiques qu'en tira Thomas Müntzer par la suite. Et donc cette première tentative de révolte armée sur fond théologique très proche de la révolte de Thomas Müntzer, elle a eu lieu au XIIe siècle en Angleterre, avec des prêtres qui s'appelaient John Wycliffe, John Ball, et un paysan qui s'appelait Wat Tyler. Voilà. Et donc, effectivement, Engels fait mention de cette première tentative, et finalement, Thomas Müntzer ne fait que reprendre le schéma narratif de cette première révolte. Mais pour revenir donc à cette analogie qu'il fait entre Wycliffe et Müntzer, eh bien Wycliffe avait été soutenu à son époque par une partie de la noblesse qui ne voulait plus rien devoir au clergé. Donc vous voyez, les jeux sont complexes entre bourgeoisie, noblesse et clergé. Et les paysans avaient permis à certains bourgeois à l'époque, à une partie de l'aristocratie, de diminuer le pouvoir des prêtres. Donc voilà, il y a une alliance, et on retrouve ce jeu d'alliance qui s'est produit au XIIe siècle, on le retrouve au XVIe siècle. Ce jeu d'alliance entre aristocratie et bourgeoisie qui utilise finalement les classes les plus basses, notamment les paysans, pour prendre le pouvoir du clergé. Et on a du mal à concevoir quels sont les enjeux de cette tension entre aristocratie et bourgeoisie
si on n'intègre pas dans ce jeu, dans cette équation, le clergé lui-même. Voilà. Et donc, cette alliance ponctuelle entre bourgeoisie et aristocratie paraît plus rationnelle lorsque on y intègre le clergé et le pouvoir qui lui revenait. On a parlé dans l'épisode précédent de sécularisation. Hein. Donc le processus de sécularisation, qu'est-ce que c'est ? C'est le processus par lequel l'État récupère les biens du clergé. Ce processus de sécularisation, donc, il concerne l'immobilier, mais il concerne aussi une forme symbolique. L'État récupère petit à petit, entre le XVIe et le XIXe siècle, la puissance symbolique de l'Église à son avantage. Et donc, le mouvement même de la Réforme avait contribué à cette diminution du pouvoir des prêtres, en discréditant la légitimité de leur pouvoir. Hein. Rappelez-vous de ces formules de Thomas Müntzer, selon lesquelles chacun était son propre prophète. Mais alors c'est intéressant parce que du coup on est en train de se rendre compte que Engels, donc à la deuxième moitié du 19e siècle, érige Thomas Müntzer et bon, ce qui peut représenter le symbole voilà, comme représentatif et exemplaire de ce qui est nécessaire pour la classe prolétaire de la fin du 19e siècle. Et pourtant, Thomas Müntzer a fait ça au nom d'une nouvelle lecture théologique et au nom de Dieu, alors que Engels est en train de nous dire que justement la problématique là, c'est qu'il faut tuer Dieu. Tout à fait, et on va le voir, hein, la perspective de cette comparaison et de cette analogie par Thomas Müntzer, c'est de définir pourquoi les révoltes et les guerres de paysans du XVIe siècle n'ont pas abouti à une émancipation des paysans, mais au contraire ont abouti à une émancipation de la bourgeoisie et d'une certaine partie de l'aristocratie contre le clergé. Comme la Commune à Paris à la fin du 19e, comme du coup on peut presque oser la comparaison jusqu'aux Gilets jaunes au début du 20e. Alors le rapport entre les Gilets jaunes et le clergé me paraît plus lointain, mais en tout cas on peut faire... Sans parler du clergé, mais contre un ordre établi qui délaisse, qui se repose sur une certaine classe et qui la délaisse. Et qui la cantonne et qui lui empêche une émancipation, parce qu'en fait c'est bien de ça dont on est en train de parler là. Engels il dit qu'il faut tuer Dieu alors que Müntzer il fait ça au nom de Dieu, mais là ce qui est intéressant c'est que malgré ça, en fait là il n'est plus question de religion, il est question de schéma de pensée, d'idéologie, pour le coup qui deviendra et qui sera très ancré dans l'idéologie communiste. Mais... Oui, tout à fait. Alors revenons sur cette idée que tu as formulée. Engels dit qu'il faut tuer Dieu. Alors Engels ne le dit pas directement, mais par contre ce que disent Marx et Engels de manière explicite, c'est que la religion, on l'a dit, c'est à la fois l'opium du peuple, mais un instrument de consolation, mais de consolation illusoire. Et donc, il faut briser cette illusion pour que le peuple se rende compte de sa réelle condition. Il faut qu'il sorte de son anesthésie. Il faut qu'il se réveille pour réaliser sa conscience de classe, en fait. Et après, c'est intéressant le parallèle que tu fais entre religion et idéologie au sens plus large. Puisque justement, dans leur ouvrage qui s'appelle L'idéologie allemande, Engels et Marx, justement, critiquent un philosophe qui les a légèrement précédés, qui s'appelle Feuerbach. Et Feuerbach, en fait, émet une critique de la religion. Et Engels et Marx, en fait, émettent une critique de Feuerbach en disant... Il ne suffit pas d'émettre une critique de la religion pour changer la société. Il faut émettre une critique de toutes les idéologies dans leur aspect religieux dissimulé. Et en fait, pour Engels et Marx, il y a pire que
que l'opium de la religion, il y a les religions qui s'ignorent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au même moment, toujours en Allemagne, il y a un certain Nietzsche. Tout à fait. Alors, Nietzsche écrit un peu plus tard. Est-ce que Nietzsche a lu Marx ? À ma connaissance, Nietzsche ne cite jamais Marx, mais il fait allusion à il fait souvent allusion aux utopies néfastes qui sont dans le courant d'une croyance dans le progrès humain, comme progrès technique, comme solution aux maux spirituels rencontrés. Donc Nietzsche, par rapport à ces questions-là, comment est-ce qu'il se situerait ? De même, Nietzsche effectue une critique extrêmement exigeante de la religion. On en a déjà un peu parlé. Nietzsche avait un père pasteur. Il était lui-même destiné à devenir pasteur. Donc, il connaît très bien tous ces enjeux. Et sa critique en est d'autant plus sévère. Néanmoins, le parallèle qu'on peut faire, c'est que lui aussi critique. Alors lui critique toutes ces idéologies progressistes en disant que ce sont des religions qui s'ignorent et qui sont de ce fait des poisons bien plus néfastes que la religion elle-même. Donc alors c'est peut-être un point commun entre Nietzsche et Marx, mais Nietzsche mettrait les socialistes de son temps sur la liste des religieux qui s'ignorent, par contre. Et justement, ce qui est très étonnant par rapport à ce que tu dis, c'est que on va pas dire qu'Engels a de la pitié pour le clergé du XVIe siècle, mais en fait, ce qu'il met en place, c'est cette convergence d'intérêts et cette forme de diversion qui est employée par la bourgeoisie et par la noblesse, qui utilise cette classe de paysans à des fins dissimulées. Alors qui utilise, il faut s'entendre, évidemment que Thomas Müntzer n'était pas payé par les bourgeois ni par les princes allemands. Néanmoins, l'intelligence de la bourgeoisie, sans quoi elle est une classe révolutionnaire, c'est qu'elle est une classe de stratèges. Donc la bourgeoisie a su utiliser, comme cette partie de la noblesse qui s'est alliée à elle, cette révolte qui s'opposait à la bourgeoisie et à la noblesse à son avantage, parce que en détournant la colère des paysans contre le clergé. Oui, puis on l'a vu de toute façon avec... c'est quand même la classe qui a réussi à garder Luther dans leur camp. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, Max Weber, au XXe siècle, fin 19e, début XXe siècle, établira que le capitalisme industriel a pu émerger en Occident et pas ailleurs parce que, à cause de l'idéologie de la réforme, donc il fait un lien entre cette idéologie de la réforme et donc le développement du capitalisme industriel. Ce lien, il passe par la conception calviniste de la notion d'effort, dont on a déjà un peu parlé, et dont nous reparlerons par la suite. De quoi est-ce qu'il est question ? Donc on a vu la manière dont Luther traitait de la question de la prédestination. Pour Luther, comment est-ce qu'il règle cette question ? Rappelons ce que c'est que la prédestination. La prédestination, donc, c'est cette idée selon laquelle Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu peut tout, et néanmoins, Dieu ne sauve pas tous les hommes. Et néanmoins, des hommes ont des conditions de vie horribles sur la terre. Donc, comment est-ce que Luther répond à cette question ? Il dit que c'est par la foi seule, et par les Écritures seules, et dans la croyance en un seul Dieu, que nous pouvons être sauvés et que Dieu nous accorde la grâce qui nous permet de maintenir cette foi. Voilà. Calvin, pour sa part, nous allons le voir, et les calvinistes après lui, auront une autre réponse à cette question de la prédestination. Nous avons parlé dans un entretien précédent.
Ils définissent qu'on ne peut pas avoir de certitude concernant son propre salut. Néanmoins, on peut avoir des signes que nous avons été élus par Dieu pour accéder au paradis. Ces signes, ce sont les signes de notre réussite matérielle. Donc ce n'est pas la réussite matérielle en elle-même qui est un signe de bénédiction de Dieu, mais c'est la manière dont on a acquis cette réussite. C'est-à-dire que dans l'activité humaine, dans l'effort que l'on fournit pour réussir, pour obtenir de la réussite dans son activité, si nous sommes prospères, si nous avons beaucoup de biens, et si nous avons fourni une capacité de travail suffisante pour fournir ces biens, quelque part, c'est que cette capacité, à un certain degré, est inhumaine. C'est que Dieu lui-même nous donne la force d'avoir cette capacité de travail qui va nous permettre d'obtenir ces biens. Oui, donc là, on est bien dans une logique capitaliste, c'est le fondement du rêve américain. Tout à fait. Ouais. Et c'est pas un hasard, on le verra quand on travaillera sur la Révolution américaine, c'est pas un hasard si les premiers colons anglo-saxons, allemands, etc., étaient des puritains protestants chassés d'Europe lors des guerres de religion. Comme par hasard. Mais revenons-en à notre clergé du XVIe siècle. Et donc à ces stratégies surprenantes de collaboration entre la classe aristocratique et la classe bourgeoise pour évacuer le clergé, mais spolier la puissance symbolique de la religion. Engels écrit à ce propos: « Ceux qui souffrirent le plus des conséquences de la guerre des paysans, ce fut le clergé. Leurs monastères et leurs abbayes avaient été incendiés, leurs objets précieux pillés, vendus à l'étranger ou fondus, leurs réserves dévorées. Ce sont eux qui partout avaient pu opposer le moins de résistance, et c'est sur eux qu'était tombé le plus durement tout le poids de la haine populaire. » Donc on parle bien de cette haine des paysans qu'on a décrit dans notre entretien précédent. Les autres ordres, écrit Engels, princes, noblesse et bourgeoisie des villes, se réjouissaient même en secret des malheurs dont étaient victimes les prélats. Donc le clergé, qu'ils haïssaient. La guerre des paysans avait rendu populaire la sécularisation des biens ecclésiastiques au profit des paysans. C'est quelque chose qu'on retrouve en 1789 où les églises sont pillées. Les princes séculiers et une partie des villes se mirent en devoir de réaliser cette sécularisation à leur profit. Et bientôt, dans les pays protestants, les domaines des prélats furent aux mains des princes. On envoie les paysans massacrer le clergé, piller les églises, et quelques années plus tard, on se rend compte que ce sont devenus des domaines sécularisés qui appartiennent à la bourgeoisie et à l'aristocratie. Donc ce mouvement de sécularisation qui vise à évacuer le clergé pour récupérer ses biens symboliques et matériels, c'est un mouvement qu'on retrouve du XVIe siècle, qu'on retrouve au XVIe siècle et qu'on retrouve en 1789. Et donc ça commence par même les biens immobiliers. Tout à fait. Donc le lieu de propriété est en fait lieu de pouvoir. Complètement. Et il est aussi lieu symbolique. Rappelons-nous qu'un nombre de bâtiments qui sont des symboles politiques importants en France, des symboles culturels, sont d'anciennes églises qui ont été sécularisées. Je pense au Panthéon, par exemple. Nous verrons que ce mouvement de discrédit et de violence contre l'Église catholique, mais aussi matériellement, ce mouvement de spoliation des biens et des pouvoirs de l'Église, que l'on appelle la sécularisation, ne se fera pas nécessairement au profit de la paysannerie ou du prolétariat, mais plutôt au profit des groupes sociaux et des classes qui entendent dominer la paysannerie et le prolétariat tout en prétendant les émanciper. De plus, la perte progressive de ce pouvoir du clergé ne garantira pas la fin de l'amalgame symbolique entre pouvoir politique et pouvoir religieux. C'est pas parce que vous n'avez plus de clergé que vous n'avez plus d'individus ou d'institutions qui essayent de récupérer la puissance du symbole politique religieux pour gouverner politiquement. Oui, bien sûr.
le pouvoir politico-religieux changera simplement de main et prendra de nouvelles formes, hein, des formes sur lesquelles nous allons revenir dans nos prochains entretiens. Pour reprendre l'expression de Engels, les revendications des différentes classes se dissimulèrent alors non plus sous le masque du catholicisme, mais en fait sous celui des différentes sectes protestantes, dont on a analysé la diversité, hein, puis bientôt des différentes sectes déistes se faisant la guerre entre elles et dessinant de nouveaux signes de reconnaissance, hein, pour reprendre l'expression de Engels, au service de puissances plus frontales et plus violentes, hein, vis-à-vis des classes, les classes les plus violemment dominées. Par exemple, on parle de quoi là ? Par exemple, qu'est-ce qui se passait dans la manière dont le clergé de l'Église catholique dominait ces classes inférieures ? Il y avait tout de même un discours réconfortant. L'espoir, le fameux espoir, la peur et l'espoir. C'est ça. Voilà. La peur et l'espoir dont parle Max Weber et dont parle Hobbes également. Et donc, d'un point de vue de la psychologie de masse, hein, c'est Erich Fromm qui dit ça, le monde, la civilisation catholique, pour ainsi dire, était une civilisation dans laquelle chacun avait sa place. La civilisation fragmentée qui émerge de la réforme protestante est une civilisation dans laquelle chacun est un individu qui est plein d'incertitudes concernant sa place dans l'univers, sa place dans la société et sa place politique également. Voilà, pour aller plus loin, et pour reprendre une comparaison qui est faite par Norman Cohn et Erich Fromm, hein, ce processus d'individuation, cette atomisation de la société progressive, hein, mais dont le XVIe siècle, avec cette réforme, constitue un basculement fondamental, en fait, est une des sources des régimes totalitaires. Pourquoi ? Parce que quand l'individu s'inscrit dans ce mouvement d'atomisation, qu'il ne se reconnaît pas dans un corps, finalement, il n'a qu'une envie, c'est celle d'adhérer à quelque chose de plus grand que lui et d'autoritaire, en fait. Et donc, Hannah Arendt évoque cela, évidemment, dans le cadre de son analyse des régimes totalitaires. Erich Fromm fait la comparaison directe entre ce désespoir qui émerge, cette incertitude qui émerge de la réforme, cette nécessité générée par cette incertitude de s'adonner à la soumission vis-à-vis d'une puissance plus grande que soi, et la facilité avec laquelle le régime nazi a réussi à prendre le pouvoir en Allemagne dans une société allemande complètement atomisée. Voilà. Donc le raccourci peut paraître rapide, j'en conviens. C'est néanmoins une analogie qu'on trouve chez Erich Fromm, c'est une analogie qu'on trouve chez Norman Cohn, et nous le verrons, c'est aussi une analogie que l'on trouve chez Stefan Zweig, en ce qui concerne la relation entre, pour le coup, calvinisme et comparaison entre calvinisme et société autoritaire à l'époque nazie. Donc voilà en quoi ce pouvoir politico-religieux du clergé, dans sa domination, paraissait moins violent. Il était capable de transmettre un discours rassurant pour légitimer sa domination, du moins jusqu'à ce qu'il se discrédite lui-même, hein, avec tout ce qu'on a vu concernant les différents papes qui se sont succédés, notamment les Borgia. Donc voilà, donc ce pouvoir politico-religieux, cet amalgame politico-religieux, il ne disparaît pas avec la fin de la domination du clergé. Il change simplement de main. Il prend de nouvelles formes. Donc voilà, et finalement, les nouveaux signes de reconnaissance, qui sont beaucoup moins réconfortants à la sortie de la réforme, hein, qu'ils ne l'étaient
dans cette société où tout le monde avait un statut défini. Oui, parce que là, possibilité du possible, comme on l'a dit précédemment. Ouais. Possibilité du possible, mais surtout, du coup, devant cet embarras du choix, possibilité du possible en théorie, mais impossibilité réelle de réaliser quoi que ce soit, parce que on est comme sidéré devant l'immensité et la responsabilité. Et puis c'est cette peut-être possible, mais on n'en a pas forcément les moyens. Tout à fait. Et donc, de ce fait, les individus se retrouvent dans une société de plus en plus livrés à leurs angoisses, qui deviennent des angoisses de masse. Alors, parce que là, on parle de la fin du clergé, Ouais. au profit, du coup, d'un mouvement protestant, a priori de plus en plus fort. Pas seulement d'un mouvement protestant, au profit surtout de la bourgeoisie qui va se servir de certains éléments de l'idéologie de la réforme, comme elle se servira plus tard d'autres idéologies contestataires pour parvenir à ses fins. Quitte à ce qu'au XIXe siècle, il y a quand même il commence à se passer quelque chose d'important, c'est l'athéisme qui commence à prendre de la place. Tout à fait. D'ailleurs, on peut faire remonter cette préoccupation déjà au XVIe siècle, puisque Luther lui-même et à sa suite les réformateurs sont soupçonnés et accusés d'athéisme par l'Église catholique. Et donc, effectivement, on peut dire que le scepticisme qui démarre avec la réforme, le scepticisme vis-à-vis de la cohérence de l'institution religieuse en lien avec les ambitions spirituelles qu'elle affiche, ce scepticisme est un moteur de l'athéisme, effectivement, de l'athéisme philosophique qui va émerger au XIXe siècle, tout à fait. Tu parlais tout à l'heure de Nietzsche. Effectivement, les trois philosophes qu'on appelle les philosophes du soupçon, hein, ce sont Marx, Nietzsche et Freud. Et donc, ces philosophies du soupçon, elles sont intimement liées à l'analyse de ce processus d'atomisation des individus au sein d'une masse informe, dans laquelle personne ne se reconnaît et que tout le monde subit. Et donc, pour finir sur cette analyse politico-sociale de la guerre des paysans par Engels, donc une citation de son ouvrage, La guerre des paysans en Allemagne. « La guerre des paysans ne fit qu'aggraver et consolider l'état de division en Allemagne, qui fut une des principales causes de son échec. » Et donc, là, Engels fait, encore une fois, cette comparaison avec le mécanisme de beaucoup de mouvements révolutionnaires, et c'est ce qu'il déplore, hein. C'est-à-dire qu'ils ne font que précipiter une logique pire que celle contre laquelle ils prétendaient lutter. Et c'est Engels, le comparse de Marx, révolutionnaire par excellence, au moins en théorie, qui nous annonce ceci et qui nous met en garde contre les dangers, les conséquences de la révolution. Merci Étienne. Merci. La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast.